Bonus. Trax. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spoilers, un épisode un peu particulier puisqu'il est consacré à l'anniversaire, les 10 ans d'un terrible événement qui vous a secoué toutes et tous, j'en suis sûr, la date exacte c'était le 3 juin 2013 je crois, si je ne m'abuse. C'est les Noces pourpres de la série Game of Thrones, 29e épisode de la série Game of Thrones. Pour l'occasion, je suis bien sûr entouré de Briac et de Justine que je salue, comment allez-vous ? Ça va très bien. Vous êtes En pleine prêts ? forme. Prêts pour se remémorer ce bel événement ? Non. Yes, c'est la réponse que j'attendais. Et pour l'occasion, nous avons une invitée de marque, une invitée habituée des séries que vous avez déjà pu entendre dans moult podcasts et vu dans moult vidéos. Il s'agit de Mimi Hegel. Coucou Mimi, comment ça va ? Hello, ça va très bien, merci beaucoup de l'invitation. J'adore revivre des traumas encore et encore, donc plaisir. Bah voilà, c'est parfait. On a pensé à toi. On avait déjà évoqué dans Spoilers Mimi débrief les séries. Voilà, où tu débriefes les séries directement avec des invités. Après chaque épisode, on va en reparler tout de suite après. Pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas, tu es créatrice de contenu indépendante, streameuse, autrice et podcasteuse. Tout à fait. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Patreon. On fera une petite séance promo Merci beaucoup. à l'issue de cet épisode parce que c'est du super contenu sur Twitch, sur toutes sortes de choses. Donc voilà, si vous aimez les séries, déjà vous êtes au bon endroit. Justement, tu faisais donc le récap. Moi, je t'ai découvert sur ce format en tout cas. J'ai découvert que tu faisais House of the Dragons, donc qui nous Tout à intéresse puisque c'est directement lié à Game of Thrones. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce concept-là ? Parce que c'est un concept qui consiste, si j'ai besoin de l'expliquer, de débriefer épisode après épisode. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ces récaps ? Est-ce que c'est peut-être des sites anglophones qui t'ont inspiré ? Est-ce que, voilà, j'ai envie de te... Oui, moi j'écoute beaucoup de podcasts américains et en effet c'est un format qui se fait beaucoup plus dans les médias anglo-saxons, le format débrief récap à la fois à l'écrit et en podcast beaucoup. Et moi j'écoute sur mes séries préférées qui se prêtent bien en plus à tout ce qui est théorie, interrogation, lecture différente du même événement. Bah, j'adore écouter des podcasts, c'est de la vraie critique artistique quoi. Et du coup j'en écoutais et il y en avait pas beaucoup en France. Et j'ai tenté l'aventure quand je travaillais à la base, avant d'être indépendante, j'ai travaillé chez mademoiselle.com qui est un magazine en ligne. Tout à fait. Et c'était en pleine Game of Thrones mania et moi je suis assez vite devenue l'experte Game of Thrones de la rédac parce que je suis une grosse nerd de Game of Thrones donc ça tombe bien. Et c'est là où j'avais commencé ce format débrief épisode par épisode pour les toutes dernières saisons de la série. Et là avec House of the Dragon, maintenant que je suis créatrice de contenu indépendante, j'étais obligée de m'y mettre puisque j'étais honnêtement pas sûre que ça allait être bien, mais j'avais quand même hâte de retourner à Westeros et plot twist c'est super bien, donc on est doublement ravis. Ça t'a attiré direct. T'as aussi fait The Last of Us, dont on va parler très prochainement. On l'a enregistré, mais l'épisode n'est pas encore sorti. On a enregistré un épisode sur The Last of Us également. Et tu as fait Succession, qui est assez peu fantastique, en tout cas Pour le coup, dans oui. le sens fantasy, mais qui est une très bonne série. Je n'ai pas écouté parce que c'est une série qui m'attire beaucoup, mais que je n'ai pas eu la chance de découvrir pour l'instant. Mais ouais, c'est parce que ça spoil à toute berzingue, du coup. Ah oui, format, c'est dû. voilà, on part du principe que vous avez vu la série jusqu'à l'épisode dont on parle. Voilà. Et écoute, Succession, moi j'aime bien dire que c'est comme si on faisait une série que sur les Lannister à New York. Donc ça peut aussi coller avec la Game of Thrones mania. Sans l'inceste, je crois. Alors, Sans ne l'inceste, spoil quand pas même. Succession, peut-être C'est qu'il y a des plus twists compliqué aussi que à ça. ce niveau-là, mais Il y a des Il y a trucs des louches twists, aussi. mais pas d'inceste. d'accord, oui, voilà, des magouilles, mais pas, voilà, voilà, mais en tout cas une série qui m'attire beaucoup. Et est-ce que donc, si je comprends bien, est-ce que tu étais une nerd qui adorait le theorycraft sur des séries comme Lost, par exemple, qui aimait voir les séries avec ses potes, qui disait oh là là, mais attention, là il y a un requin, là il y a le requin, il a un logo, l'avion, machin. Est-ce que c'était ton style ou c'est quelque chose qui est venu assez récemment ?
Alors j'étais une grosse fan de Lost et en effet Lost c'était ma première percée, donc j'étais adolescente quand ça passait, je regardais au moment de la diffusion en France, donc 1 an après la diffusion américaine, et c'était ma première percée sur des forums de fans qui parlaient non pas des acteurs et de leur vie personnelle mais de juste la série et l'intrigue. Alors bon, moi j'adore tout ce qui est théorie crafting, mais je suis pas douée, c'est-à-dire moi je savais pas c'était qui les parents de Jon Snow alors que j'ai lu les bouquins 3 fois. Moi je me laisse porter, je suis là, c'est qui? We might never know, et je suis nulle pour repérer les signes et déduire des choses, donc j'aime encore plus aller trouver des gens qui, eux, ont un cerveau qui fonctionne comme ça et qui vont me montrer tout ce que je n'ai pas vu et parfois me faire croire à des choses parce qu'ils l'expliquent de façon très convaincante et après, ce n'est pas du tout ça, ça n'arrive pas, ce qui est tout aussi marrant pour moi parce que c'est le voyage qui compte. Et alors, je le fais pas tant avec mes potes, même si maintenant, un petit peu, notamment dans des podcasts, mais plutôt en allant sur des forums et sur Reddit beaucoup et en écoutant des podcasts. Donc, c'est plutôt une consommation de contenu que moi et mes potes avec une bière en train de parler du dernier épisode, quoi. Oui, les analyses de contenu, tout ça sur TikTok également, beaucoup de théories. Et Lost, je me refais Lost en ce moment justement, et comme toi, j'ai ah oui, mais c'est vrai que lui, c'est le père de lui, et que lui, machin. Et oui. J'ai vu la série déjà pas mal, hein, en plus. Hein, vraiment, je n'ai absolument aucune excuse. Plus largement, est-ce que tu es féru de SF, de fantastique, ou c'est un genre parmi tant d'autres, ou vraiment t'as un petit kink sur ces genres-là? Ah, j'ai un bon kink fantasy science-fiction, clairement, tout ce qu'on peut appeler littérature, univers de l'imaginaire. J'aime beaucoup ça, j'ai grandi avec ça, que ça soit dans le jeu vidéo, dans les séries télé, dans la littérature, dans les films. C'est un univers qui me parle beaucoup, avec plein d'itérations différentes. J'aime bien les utopies, j'aime bien les dystopies, j'aime bien la fantasy. J'aime autant les films Seigneur des Anneaux que les livres Game of Thrones, qui sont similaires mais quand même très différents. Voilà, je peux me passionner pour pas mal de choses, mais c'est des univers qui me parlent et j'aime bien cette façon de réfléchir sur notre monde tout en étant transporté dans un univers totalement étranger et exotique, quoi. Bah, tu es au bon endroit là-dessus, et du coup ça m'informe que tu as lu les livres Game of Thrones également. Oui. Parce qu'on va parler, moi ce n'est pas mon cas, j'ai commencé parce que j'ai trouvé justement tellement extraordinaire les Noces pourpres que je me suis dit mais putain, les bouquins quand même, j'y pensais, je me suis dit il faut que je me lance dans les bouquins, et j'ai lu après, et notamment la mort de... on spoil ou pas? Oui. On se dit tant pis. Encore une fois, c'est le titre du podcast. Hein. Non, oui. Non, on va pas revenir là-dessus, Justine. Je n'ai pas choisi. Spoil away. Non, mais j'allais dire, non, mais moi je me suis du coup spoilé par les bouquins. En lisant les bouquins, je me suis spoilé la mort de Oberyn, qui est un peu, arrêtez-moi si je me trompe, mais la mort suivante un peu, qui a énormément fait parler également. Et j'étais un peu déçu parce que j'ai toujours préféré la série au livre. Et voilà. Et du coup, je me dis, j'ai bien fait de ne pas avoir lu les bouquins avant les Noces pourpres. Voilà. Qui veut nous faire un petit rappel des faits? On en est où avant ce 29e épisode de Game of Thrones? Alors, on en est où? Tu veux partir de toute la création de la... Je veux de House of the Dragon, justement, comme tu dis. Voilà, vraiment... De Egg, vraiment tout, la création de Westeros. Alors effectivement, on va pas partir de la destruction de Valyria, on va essayer de rapprocher un petit peu pour ce qui nous intéresse. Non mais surtout on va se concentrer sur les Stark, parce que c'est quand même les Stark qui prennent tarif, hein, on va pas se mentir. Une Frey se fait quand même, une fille Frey se fait quand même... Oui, pour dire essayer de faire genre, mais effectivement... Et elle a dû super mal le prendre quand même, on y reviendra, mais quand même, en menace... Alors, je m'en fous. Ok, super, papa. C'est pareil, on pourra en reparler, mais dans cette famille, pour le prendre mal, il y a 2-3 trucs avant de mener à ça. Hein, donc. C'est ça. Alors, comment on est arrivé jusque-là? Game of Thrones, ça part. Alors, je repars un tout petit peu avant quand même. Voilà. Game of Thrones, ça part d'une vacance du pouvoir, mais plus exactement une interrogation sur le pouvoir, puisque dans la première saison, le bras droit du roi meurt dans des conditions absolument mystérieuses, ce qui va amener le personnage de Eddard, dit Ned Stark, à se poser des questions sur sa mort et sur l'ensemble du pouvoir et de la filiation, en l'occurrence. Puisqu'il y a des rumeurs qui nous amènent à penser que le fils du roi, et donc l'héritier du trône, ne serait pas en fait le fils du roi, ce qui amènerait à remanier complètement les cartes en cas de décès du souverain. Ned Stark se lance sur une piste, et sur diverses pistes d'ailleurs, qui vont mener à son exécution, qui suit directement la mort justement du roi. Donc on se retrouve dans cette vacance, et comme les rumeurs ont commencé à prendre de l'ampleur, on va avoir plusieurs personnages qui ont revendiqué le trône. Ça va amorcer ce qu'on a appelé dans cet univers la guerre des 5 rois, qui va
aboutir à l'événement qui nous intéresse, à savoir les Noces pourpres. Alors, la guerre des 5 rois, c'est une guerre civile, même si nous, on s'intéresse surtout aux grandes familles, puisqu'on a 5 rois potentiels qui revendiquent le trône. Le premier de la liste étant le supposé héritier Geoffrey Baratheon, le petit blond absolument insupportable. Mais on a aussi 2 prétendants assez importants qui sont Stannis et Renly Baratheon. Importants parce que ce sont les frères du roi décédé. Donc l'aîné Stannis et le deuxième qui est beaucoup plus charismatique qui est Renly, donc qui vont être en concurrence aussi pour le trône. Et comme tout le monde commence à se déchirer à tirer la couverture à soi, on a d'autres rois qui vont apparaître. Alors plus ou moins intéressant dans l'histoire et plus ou moins charismatique, parce que on a notamment Balon Greyjoy, qui ne sert pas à grand-chose, en fait, dans la guerre des 5 rois, mais qui a envie de se faire entendre et d'essayer d'avoir un petit peu une indépendance pour les îles de fer, mais bon courage pour ça. Donc Balon Greyjoy, on peut le mettre de côté, mais celui qui nous intéresse surtout, c'est Robb Stark, qui va prendre les armes, alors pas tant d'abord pour défendre le Nord et obtenir la couronne, mais surtout en phénomène de vengeance vis-à-vis de la mort, l'exécution en l'occurrence de son père. Donc on part de ce concept, on a une guerre entre ces différents personnages qui va mener donc à plein de conflits, plein d'assassinats. Renly Baratheon est assassiné en saison 2. Oui. Voilà. Un peu décevante cette mort d'ailleurs, au passage. Ça m'avait un peu... Elle est mieux dans les bouquins. Oui, comme alors, souvent. Est-ce qu'on pose ça maintenant que globalement c'est mieux dans les bouquins ou pas Alors, on peut comme ça, c'est dit. Voilà. Ouais, je sais pas. Je vous dis, j'ai lu que la suite, mais je ne suis pas un grand lecteur aussi, donc je suis pas du tout représentatif. C'est une lecture quand même assez difficile. Game of Thrones, en tout cas, justement, ça vous donne une idée de mon niveau. Mais bref, voilà, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas de souci. Donc Robb veut venger papa et puis se dit qu'au passage, disons que si en plus il pouvait être roi, c'est quand même assez cool, sachant que le Nord, c'est le territoire qui représente globalement la moitié de Westeros. Donc en plus, ça donne quand même une certaine assise d'un point de vue politique. Donc le problème, c'est que pour faire la guerre, il faut de l'argent et il faut des troupes et il faut pouvoir faire traverser toutes ces troupes sur des territoires qui ne sont pas à soi. Donc Robb va avoir besoin d'un certain nombre d'alliances et pour ça, il va être contraint et forcé d'établir une alliance avec Lord Walder Frey, qui est une pourriture vivante, globalement, qui multiplie les épouses et qui a une descendance absolument incroyable, et donc plein de filles qui ne font pas rêver, clairement, qu'il veut pouvoir marier à tout le monde pour consolider un petit peu des alliances et multiplier aussi les trahisons, soyons honnêtes. Donc Robb, contraint et forcé, contracte une alliance littérale avec Walder Frey en promettant d'épouser une de ses filles pour pouvoir garantir le passage de son armée, etc. Sauf que Robb étant un traditionnel héros, il va se laisser porter par son cœur plutôt que par ses obligations politiques, ce qui fait qu'il aurait d'ailleurs fait un très mauvais roi, mais ça c'est mon avis très personnel. Alors ça c'est pareil, je reste là dans l'interprétation de la série, puisque dans les romans on a des choses assez différentes à ce niveau-là, mais Robb Stark globalement va tomber amoureux d'une dame, mais qui est au service de son armée, qui joue le rôle d'infirmière en fait sur son champ de bataille. Il tombe amoureux d'elle, il couche avec elle, il l'épouse en secret, si bien qu'il ne peut plus aller jusqu'au bout de son contrat qu'il avait établi avec Walder Frey. Donc s'annoncent des négociations très difficiles, puisque, je l'ai déjà dit, Walder Frey n'est pas la personne la plus sympathique du monde. Non. Et qu'il a tellement de filles à caser que ça ne l'arrange pas quand on revient comme ça sur un accord. Donc les négociations s'engagent, sont extrêmement tendues, mais Robb et par l'entremise notamment de sa mère Catelyn Stark vont arriver à ce qui apparaît comme un compromis en proposant à Walder Frey que une de ses filles n'épouse pas Robb Stark mais épouse Edmure Tully, qui est l'oncle de Robb.
un bon parti malgré tout, hein, puisqu'il reste un seigneur, mais beaucoup moins prestigieux qu'un potentiel roi du Nord, ça c'est sûr. Donc la situation semble s'apaiser par un mariage qui arrive en fin de saison. On retrouve les codes des comédies qu'on peut avoir au théâtre. Une espèce de belle, voilà, de happy end où toutes les tensions sont résolues. En plus, Robb Stark, très heureux, apprend que son épouse, donc l'infirmière Talissa, est enceinte, que ce sera probablement un petit garçon et qu'ils l'appelleront Ned Stark et que c'est trop mignon. Trop chou. Hein. Et même si vous n'avez pas lu les livres, à ce stade-là, on est en saison 3, vous commencez à connaître la logique de Game of Thrones et vous vous rendez compte que c'est beaucoup trop bisounours pour que tout aille bien. Voilà. Si bien qu'on a cette cérémonie de mariage de Edmure Tully, donc l'oncle de Robb, avec Roselyne Frey. La cérémonie se déroule, les jeunes mariés sont très heureux, tout le monde fait la fête, tout le monde boit, jusqu'au moment où on verrouille les portes. Toum toum. Et oui, la Catelyn soulève la manche de Roose Bolton, voit une cotte de maille. Avant, tu as ce rôle de la musique quand même, parce qu'on a cette annonce. Ah. Les portes sont verrouillées, on voit des choses qui, rétrospectivement, peuvent paraître un petit peu louches, c'est-à-dire que on fait sortir certaines personnes, on commence à barricader les portes de façon assez discrète, hein, on nous construit le suspense jusqu'au bout. Et la musique, la grande musique de fête s'apaise et est enchaînée par un très joli morceau interprété avec des cordes qui est en fait l'hymne des Lannister, voilà, les pluies de Castamere, The Rains of Castamere. Donc situation très bizarre quand on sait que les Lannister sont ennemis des Stark, ou les Stark sont ennemis des Lannister, ça dépend comment vous voyez les choses. Ce qui fait qu'on a déjà ce premier indice musical avec une musique très douce mais qui amène une première inquiétude et effectivement Roose Bolton va avoir une réplique encore plus louche adressée à Catelyn Stark qui fait qu'elle soulève effectivement sa manche et découvre que non seulement lui il n'a pas bu une goutte d'alcool pendant tout le banquet alors que tout le monde a picolé comme des tarés et qu'en plus lui il porte une cotte de maille sous ses vêtements et à partir de là elle le gifle et c'est le début de la fin. Et oui. Très littéralement, d'ailleurs. Je me souvenais pas du détail du vin. Qu'est-ce que ça implique ? Il a voulu garder l'esprit clair ou... Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus facile de combattre quand tu n'es pas beurré, en fait. Oui, mais est-ce que c'est déjà quelque chose qui les arrête à cette époque-là ? Je suis pas sûr, mais oui. Alors, je rappelle qu'il n'y a pas d'époque puisqu'on est dans un monde avec des dragons. Hein, donc oui, mais voilà. Dans le lore, c'est quand même tous à peu près des poivreaux dedans, donc... Alors oui, même si Roose Bolton, on voit quand même que c'est un stratège malgré tout, un guerrier, et que là on est sur une grosse manipulation, hein, voilà, qui a pris pas mal de temps à être mise en place, ce qui fait que non seulement lui il n'a pas bu, ou même si j'ai envie de dire s'il avait très peu bu, il a forcément un avantage par rapport à tous les autres invités Stark qui eux ont célébré le mariage, hein, on est déjà en fin de repas à ce moment-là, ce qui fait que ils sont non seulement fatigués, mais en plus après quelques litres de vin, c'est moins facile d'attaquer droit. Ils ont voulu mettre toutes les chances de leur côté pour donc assassiner Robb Stark, Catelyn Stark et Talissa Maegir, je crois. Alors Talissa Stark à ce moment-là. Oui. Mais oui. Talissa Stark. À l'issue de ce terrible repas. D'autres mains ou pas ? Je me souviens. Enfin, marquant, disons. Oui, le loup. Toi, l'épisode est frais, tu m'as dit. Le Direwolf, le loup de Robb Stark, assassiné dans son enclos, comme à l'abattoir. Ça, c'est très triste. Et après, ils lui mettent sa tête sur leur robe et tout. Là, non. Là, hyper choquant comme ça, non, vrai. Vous pouvez tuer la vieille, ça me va. C'est pas bien. grave, mais le chien, c'est non. Hein. Mais tous les corps, en fait, c'est tout le principe. Hein, tous les corps sont désacralisés, en fait. Ouais. Donc, on est non seulement sur un assassinat odieux parce que en plus on est dans une situation où c'est un hôte hébergé, donc ça rompt en plus les droits d'hospitalité qu'on a et qu'il a, en l'occurrence sont aussi médiévaux. Donc on a ce premier problème, en plus pendant un mariage qui est censé être un événement de célébration et qui unit deux familles, et donc ils vont tuer non seulement Robb, Catelyn, Talissa et le loup, mais aussi en fait une grande partie de la garde de Robb. En fait, le seul qui échappe véritablement, outre quelques soldats, c'est celui qu'on surnomme le Silure,
Oui. Voilà, et qui va aller se retrancher parce qu'il était parti pisser, si je dis pas de bêtises, voilà, de façon très, très prosaïque, et qui lui va après se retrancher dans son propre château. Mais qui était un traître, non? Ça me rappelle parce que c'est Quoi? Kathleen. Dans... Non, Non, le silure, il est super. J'ai un souvenir de Kathleen à la fin du livre que j'ai lu justement, on apprend que Kathleen is back, et elle pend je pensais que c'était lui, je me souviens plus. Alors, elle est back et elle est pas back entièrement, parce que c'est plus tout à fait elle. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, non, mais elle a tendance à être parano et à penser que des gens l'ont trahi et à se venger en les tuant alors qu'ils l'ont pas forcément trahi. C'est ça. C'est plus vraiment Kathleen Stark dans toute sa lucidité, quoi. C'est Lady Cœur de Pierre, donc. Elle est pas bien, ça. Non. Elle est pas en forme. Petite thalasso, je pense. Mais bizarrement, elle parle plus, non. voilà. Mais bizarrement, quand tu assassines le fils aîné, et clairement son préféré aussi, le fils aîné devant ses yeux, plus son futur petit enfant, plus tout le monde, et que tu ensuite jettes son cadavre dans une rivière, parce que c'est la famille Tully et que du coup leur emblème c'est un poisson avec une rivière, bizarrement ça laisse des traces. Ouais. Voilà, ne faites pas ça chez vous. Un beau mariage. Le vin d'honneur a été un peu décevant, mais... Mais oui, et du coup, disons qu'on peut résumer cet épisode tout simplement, ça a été un choc monumental. Alors, évidemment, pas pour celles et ceux qui ont lu les livres, ce qui était votre cas, mais moi, ce n'était pas mon cas. Briac, t'avais lu les livres à l'époque ou pas? Alors, j'avais pas encore lu les livres à l'époque, mais je m'étais fait tout simplement spoiler parce que, en fait, en saison 2, ouais, alors au début de la saison 2, moi j'avais commencé Game of Thrones dès que ça avait commencé à sortir en France, et en saison 2 il n'y avait pas encore beaucoup de monde qui en parlait. J'avais quelques potes, mais ça n'avait pas encore décollé. Je me souviens. Et j'avais besoin d'en parler, de voir des trucs et tout, et du coup j'échoue sur le wiki. Le wiki des bouquins, mais vraiment mais sans chercher, tu vois, et d'un coup tu tombes. Et alors je savais du coup que Robb mourait, mais par contre j'avais pas vu pour Caitlyn, donc j'étais quand même choqué. J'ai eu mon petit mélange. Donc dans ton trauma, tu t'es dit ok, je suis déçu, mais il me restait de l'horreur à découvrir sur le moment. Paradoxalement, ça a aussi joué parce que du coup, sachant qu'il y avait cet événement qui allait arriver, plus je savais pas les circonstances. C'est-à-dire que plus je voyais, il y a un mariage. Que Robb mourait à un moment. Un mariage entre qui et qui? Oh là, ils sont là. Attends, qu'est-ce qui est en train de se passer? Du coup, finalement, ça a rajouté de la tension à mon visionnage en fait à l'époque. Mais alors justement, quand vous avez lu les livres, vous étiez dans l'appréhension. Mimi, toi, donc tu l'as dit, tu avais lu les livres à ce moment-là. Enfin, tu savais ce qui allait se passer. Tu as redouté cet événement tout le long de la saison. Non, c'est fun. Est-ce que tu t'en es rappelé quand les portes se ferment? Oh putain, oui, j'avais oublié. Non, on n'oublie pas le Red Wedding. J'ai jeté le livre par terre. Je l'ai lancé à travers la pièce. J'étais dans mon lit, je lis ce chapitre, je vois Robb Stark qui meurt, je jette le livre à travers mon salon comme ça. Et j'ai mis vraiment 10 minutes à regarder le plafond avant d'aller le chercher parce que je voulais pas que ça continue, je voulais pas que ce soit vrai. Donc non, on n'oublie pas les noces pourpres. Je savais évidemment qu'elles arrivaient. Mais quand tu sais que ça arrive, c'est comme un roller coaster, t'es juste content de l'aventure et de voir la réaction de plein de gens à ça. En vrai, alors il y a un peu le côté moi je le savais et pas vous, mais il y a aussi un côté, pour moi surtout partage, c'est trop bien de voir un public immense découvrir cette super histoire qui moi me plaît depuis le lycée, quand du coup c'était que en livre, il n'y avait pas de série, donc je le redoutais pas mais je l'attendais avec impatience plutôt, même si émotionnellement c'est un ravage, mais c'est pour ça qu'on aime la fiction aussi, quoi. C'est clair. Sachant qu'ils ont essayé quand même de garder une forme de choc, une certaine forme de trauma malgré tout, même pour ceux qui connaissaient les textes, en allant toujours plus loin dans l'horreur, en fait. Bon, après, représenter les choses ou les lire sur papier, c'est toujours un peu différent, mais voilà, le personnage de Talissa, là, sert vraiment de catalyseur de cette violence pour aller plus loin et réussir à choquer même ceux qui savaient ce qui allait se passer. Parce que de l'avoir imaginé dans les livres, mais de le voir de ses yeux, c'est effectivement deux choses très différentes. Mais justement, tu parlais de ça, Mimi, l'impact culturel qu'a eu cette... Est-ce que c'est le premier épisode de Game of Thrones qui a fait autant parler
Parce que la fin de la saison 1, qui est quand même un peu choquante quand même, moi j'avais pas vu la série, j'avais pas commencé encore la série à ce moment-là. Briac, je me souviens, dans les allées du lycée, tu m'avais fait croire que Ned Stark ne mourrait pas, et je t'ai dit si, il est plus sur la jaquette de la saison 2, c'est qu'il est mort, et t'avais juste rien dit. Après tu m'as dit, oh c'est quand même dommage de savoir ça. Oui, désolé. Mais j'ai pas, voilà, la mort de Ned Stark, tu t'y attends un petit peu, et voilà, moi ne m'a pas particulièrement marqué, et j'ai pas eu l'impression. Quoi ? Tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas. Hein. Tu t'y attends pas au moment où la saison elle sort. C'est Boromir, c'est un des acteurs les plus connus du show. Non, pas quand la saison. C'est le gentil. Non. Ah, mais c'est une série HBO, tu vois. Tu te dis c'est l'histoire de Ned Stark. Est-ce que tu te mens pas un peu aussi quand même ? Moi en vrai, dans le livre, tu le sais pas non plus. Hein. Non. Moi, même quand l'épisode s'est fini et qu'ils lui ont coupé sa tête, j'ai dit on n'y croit pas. Hein. Non. Dans le prochain. Il va trouver un truc. Il y a un truc. Il faut attendre l'épisode d'après où tu vois sa tête sur une pique pour te dire. Ouais. Oui, bon, merde. d'accord, très bien. Mais ça, c'était pour Briac. Les producteurs l'ont fait pour Briac. Alors, tu vois, c'est sur un pic. Il est mort. Et il est très, très mort. Non, mais est-ce que donc c'est la mort de Ned Stark, vous pensez qui a le plus fait parler en premier ? Vous vous souvenez d'un impact comme ça, comme disait Mimi, enfin, vraiment tout le monde qui en parle, quoi. On se filme en train de voir ces horreurs-là. J'ai pas le souvenir en tout cas. Mais il y avait moins de monde qui regardait aussi Game of Thrones. Dans la première saison, ouais. C'est ça exactement, il y avait une audience qui était beaucoup plus grosse déjà sur la saison 3. Mais c'est aussi, je pense, ce qui a joué, c'est l'accumulation. Parce qu'en fait, c'est un retournement qui, en fait, il t'avait déjà dit, attention, ne t'attache pas à ces personnages-là, on va te surprendre. On va leur faire du mal. Et paf, deuxième claque, quand tu t'es laissé aller, ils te refont exactement la même chose. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est le côté, purée, jusqu'au bout, enfin j'apprends pas, et on refait la même chose avec Oberyn la saison d'après. Jusqu'au bout, c'est la série qui te surprend. Et en plus, avec ce même sentiment, peut-être aussi c'est ça qui fait une différence avec d'autres séries qui avaient déjà tué des personnages, tout ça. C'est que souvent quand on tue un personnage de série, on nous fait sentir qu'on arrive à l'aboutissement de son arc un peu. Et quand Ned Stark meurt, quand Robb, Catelyn meurt, il y a un sentiment d'interruption totale. Justice, on était dans exactement, injustice, parce qu'en plus ces personnages, on les place dans des dilemmes un peu éthiques où ils vont exécuter des gens, puis à chaque fois ça se retrouve, ils finissent par se faire exécuter eux-mêmes, etc. Mais il y a ça, on a dans la quête de justice de Ned qui va enfin dévoiler le complot, et hop, finalement ça se retourne contre lui. Là, pareil, Robb qui pense qu'il va pouvoir se venger. Et c'est ça, c'est le côté inhabituel en fait d'avoir cette interruption un peu dans le récit. Et d'ailleurs, je pense que Justine, tu dois bien connaître, mais je suis tombé sur une citation de George Martin, donc l'auteur des romans, qui dit que cette mort de Robb, c'est une idée qui est venue tout de suite après l'idée de la mort de Ned en fait. C'était vraiment deux idées qui l'ont un peu poussé à écrire les romans. C'est un dire double. qu'en fait, c'est ça, il fallait tuer le héros parce qu'on s'y attend pas, enfin celui qui semble être le héros, et ensuite tuer le fils qui normalement devrait venger le père, parce que vous pensez qu'il va pouvoir le venger, non, ça non plus on vous l'enlève. Il y a même une étape encore avant ça, qui est vraiment le tout premier épisode, si on parle en termes de la série, qui est, mais tu le vois très bien dans le bouquin, c'est que c'est le personnage de Bran qui est construit comme étant le héros typique de fantasy, le jeune seigneur, futur chevalier audacieux, et puis qui passe son temps à escalader, qui est intrépide, et qui est trop mignon avec son petit loup, enfin tu vois, voilà. C'est construit pour te dire, c'est lui le héros, vas-y on va le suivre jusqu'au bout, il ferait un futur roi très mignon, machin, et fin du premier épisode, on te le balance du haut d'une tour. Et là, à partir de ce moment-là, George Martin te dit, non, c'est pas les codes que vous connaissez, je vais littéralement les briser. Tu te raccroches comme tu peux, parce que c'est comme ça qu'on a été construit au niveau des narrations, tu te raccroches à l'autre figure héroïque, qui est ce personnage de Ned Stark, qui est l'honneur incarné, sauf pour un petit détail, mais qui va oui, parce qu'il cache un grand mensonge, je te vois douter de ce que je dis. Mais il a fait une promesse sur le lit de mort de sa sœur. Oui, mais ce qui l'oblige à mentir. Défenseur de... Oh, ça va. Mais ce qui l'oblige à mentir à son roi, etc. Non, mais c'est super intéressant, mais du coup, c'est le personnage qui est face justement à un dilemme entre différentes formes de vœux, de promesses, etc. Donc, personnage super intéressant, même si on l'apprend que trop tard. Mais du coup, tu te raccroches à ce personnage qui a tout, effectivement, pour être le héros. Encore une fois, on te brise tes illusions quand on le décapite. Et parce que, effectivement, on n'apprend pas et qu'on est aussi bête que les Stark, on continue à s'attacher, on se dit, non mais c'est pas grave, Robb, c'est le héros, en plus il est charismatique, etc. Et bam, de nouveau. Puis au bout d'un moment, t'as plus trop de Stark. Donc il te reste Arya,
à laquelle on va s'attacher aussi, hein, parce qu'on est tous des tarés et qu'on veut absolument que les Stark soient des héros. Qui ne meurt pas, cela dit, mais effectivement, c'était... Non, et puis surtout, c'est aussi, je pensais que tu allais dire ça, Briac, mais il y a aussi dans les séries, on va dire modernes, mais probablement plus anciennes que ça, mais disons que quand tu as un épisode où il y a un personnage principal qui meurt, tu souffles après quelque part, tu es choqué, mais tu dis oh là là, c'était horrible, mais bon, allez, c'est pas grave, et au moins, à minima, l'épisode suivant, il y aura un autre mort. Que là, c'est l'accumulation aussi. Quand tu Rob, tu dis ah bon, bah au moins, il reste un héritier potentiel. Non, c'est terminé. Non, même la femme meurt avant, je crois d'ailleurs. Oui, Talisa meurt en premier, ouais. Tu te dis, pauvre Rob, il va pas s'en remettre. Effectivement, il ne va pas s'en remettre. Ensuite, sa mère, c'est ça qui l'achève. T'as un espoir avec la mère, et non. Et ça m'a pensé, alors je vais pas spoiler, mais il y a un épisode de Lost, ça m'a fait penser à ça aussi, récemment, où il y a un personnage qui meurt, et 3 minutes plus tard, il y a un deuxième personnage qui meurt, et la manière du personnage qui meurt, t'es choqué, tu vois, ah non, mais c'est horrible, et c'est pareil quoi, c'est vraiment, c'est quelque chose que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup vu, plusieurs morts comme ça dans un même épisode. Probablement dans Oz, il doit y avoir 3-4 morts d'un coup dans la saison 6, mais voilà, ça reste cette accumulation là quoi. À la différence, c'est que dans Game of Thrones, on s'était attaché aux personnages qui sont morts. À la différence de Lost. Je ne tolérerai pas les critiques sur Lost dans un podcast auquel je participe. Pour une des deux, on s'en fout royalement, soyons honnêtes. Non. Après, en vrai, Talisa, on s'en fout. Désolé, mais. Ah non, oui, Talisa, je suis assez d'accord. Le symbole est terrible. C'est ça. La violence de la scène est terrible, mais c'est pas la mort la plus choquante de. Enfin, si avec elle, on se souviendrait pas de l'épisode, quoi. Voilà. C'est ça. Elle, on s'en fiche. Ce qui impressionne, c'est les coups de poignard dans le ventre. Hein. C'est, Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que du coup, Mimi, on est sur la même type de violence dans les bouquins sur cette scène ? Est-ce que c'est le même process ? Est-ce qu'il y a des différences précisément sur ces assassinats Il y a de la violence physique dans les bouquins et George R. R. Martin n'a pas honte de décrire les entrailles fumantes, etc. Il y a moins de violence aussi crue. Pour moi, ce qu'il y a de très choquant dans Les Noces pourpres en termes de violence visuelle, c'est quand Talisa se fait poignarder pile dans son ventre alors qu'elle est enceinte. Et une scène, mais qui du coup arrive dans l'épisode d'après, qui est la tête du loup sur le corps de Ned Stark, parce qu'il y a un côté disproportionné et grotesque qui est vraiment, je trouve, comme tu l'as dit, Justine, désacralisant. La compagne de Rob, la femme de Rob n'est pas sur place dans les livres, donc elle ne se fait pas tuer et cette histoire de potentiel héritier d'ailleurs continue à flotter dans le fandom, puisque rappelons que les livres ne sont pas finis. Il peut y avoir un petit Rob Stark dans le tiroir quelque part, donc c'est pas du tout la même. On n'a pas cette idée de une femme enceinte poignardée dans le ventre, qui est quand même la chose la plus choquante. Après, l'autre grosse différence, c'est que les livres sont racontés à la première personne. Chaque chapitre, c'est le point de vue d'un personnage, et là, c'est Catelyn. Donc on est quand même dans la tête d'une mère qui voit son enfant mourir. Donc ça, pour le coup, psychologiquement, et c'est peut-être, je pense, que l'actrice Michelle Fairley essaye de rendre avec ce cri primal qu'elle pousse quand Rob est bel et bien cuit, finito, adieu Rob, il reviendra pas. C'est vraiment psychologiquement plus compliqué à vivre, quoi. Mais tu m'apprends que la femme de Rob ne meurt pas dans les bouquins. Je savais pas. Ah oui, du coup, tout est possible. Et puis c'est pas le même. Tu vois, dans la série, Rob et Talisa sont amoureux. Il y a vraiment une relation. Ils sont très proches, etc. C'est très touchant. Dans les bouquins, c'est plus compliqué que ça parce qu'ils couchent ensemble au moment où Rob est drogué, en fait, globalement, suite à ses blessures. Et on ne sait pas véritablement s'il l'aime. Ce qu'il fait, par contre, c'est que comme il a couché avec elle, il va l'épouser pour, encore une fois, faire le geste honorable. Et comme à chaque fois qu'un Stark fait quelque chose d'honorable, il meurt juste derrière. C'est comme ça qu'Arya a survécu. Hein. Elle n'a rien fait d'honorable. Exactement. Elle a juste planté des gens. Même Jon Snow, il arrive à échapper au modèle honorable un petit peu. Et il y a aussi un truc que je trouve intéressant avec cet épisode, qui est, là on a vu qu'il était représentatif un peu de l'approche narrative de la série, mais il y a aussi quelque chose, je trouve, qui moi je rattache vachement à Game of Thrones, c'est des séquences d'appréhension, enfin de terreur sourde. Il y a pas mal de moments dans la série où tu regardes et tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer, et ça il le faisait très 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 bien, et même même sur des épisodes moins bien vers la fin, ça il le maîtrise quand même. Et tu t'en as parlé un peu, Justine, avec l'utilisation de la musique pour faire monter la tension, mais toute cette scène elle est vraiment très très bien construite. Il y a plein de petits détails, genre le fait que juste avant de fermer les portes, on a Catelyn qui va mentionner Ned, et donc
ça nous remet le destin de Ned en tête, même si à ce moment-là, c'est pour un truc positif. Et juste après, t'as Lisa et Rob qui parlent de leur enfant, donc on se projette dans l'avenir, mais tu viens de penser à Ned, donc t'as les deux sentiments un peu contradictoires. Et comme vous disiez, je crois que c'est un chapitre qui est du point de vue de Caitlin, normalement, dans le roman, si je ne m'abuse. Et toute la mise en tension dans cette scène-là va reposer sur un jeu de chant contre chant sur le point de vue de Caitlin qui va découvrir un détail l'un après l'autre. Alors elle va regarder les musiciens, elle va regarder les codes de mailles, elle va regarder tout le monde. Et ça, c'est super intéressant la manière dont c'est fait. Et un dernier truc que je trouve assez malin aussi, c'est que Game of Thrones, au niveau de la stylistique de la série, n'utilisait très peu de ralentis. Mais justement, c'est malin d'avoir vraiment continué à utiliser ça dans cet épisode, parce que du coup, quand la violence surgit, c'est hyper brutal et c'est hyper surprenant. C'est-à-dire que Talisa, elle se prend tout de suite des coups de couteau, il y a des coupes hyper rapides, et je me souviens que la première fois, t'as l'impression, tu te dis, est-ce que je suis en train de voir ce que je suis en train de voir? Enfin, t'as le cerveau qui a pas le temps encore d'enregistrer. Ouais. Donc la mise en scène est très bonne et en même temps très représentative de certaines des qualités de la série, quoi. Mais c'est d'ailleurs ce que j'avais trouvé un peu dommage à l'époque, parce qu'évidemment la violence avait beaucoup fait parler. Notamment, il y avait aussi un épisode avec le trigger warning, le viol de Sansa par Ramsay, qui avait aussi fait parler, mais je veux dire d'un point de vue presque la presse en avait parlé, quoi. Et j'avais trouvé ça. Je suis plus mitigé pour la partie Sansa, mais sur les noces rebelles, j'allais dire, très bien. Sur les noces pourpres, c'est quand même une scène très bien réalisée, quoi. C'est la preuve, quand on en parle, c'est le visuel qui nous a marqué. Et j'avais trouvé ça un peu dommage de réduire ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais de réduire ça à juste ils ont voulu faire de la violence pour de la violence. Alors oui, la violence est exacerbée dans cette scène, mais comme on l'a dit, mais même moi, ce côté huis clos, qui en fait on est déjà dans un huis clos, mais on le sait pas encore. On se dit non, à tout moment Rob il peut sortir fumer sa clope. Non, il est déjà sur le point de mourir, il ne le sait pas encore. Mais justement voilà, je vois d'ailleurs les seuls échos de l'extérieur, c'est justement le chien qui crie, je crois. Ouais. On a des coupes, ouais. Ouais. Mais, on a Arya quand même. On suit Arya. Il y a ça aussi, on perd l'espoir de voir Arya se reconnecter avec sa famille. Et en vrai, ça fait partie au tragique de la scène. Il y a ce côté, comme vous disiez, injustice d'arriver vraiment 2 minutes trop tard. Et Arya, c'est quasiment un running gag au bout d'un moment. Combien de fois les Stark qui peuvent se croiser et pas savoir qu'ils sont là tous ensemble. Et c'est tragique pour elle aussi. Mais même le montage est trompeur, parce que il y a des moments où la cérémonie a commencé et on va repartir voir Daenerys par exemple, voir ce qui lui arrive, et on revient et ça te met presque dans un faux sens une sensation de sécurité pendant un moment, genre bon, s'il y avait un truc important on l'aurait vu, on passe à autre chose et puis on revient. On revient, d'accord. Donc finalement, il y a presque, vraiment, c'est très malin. Là, elle est longue cette soirée quand même, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui peut se passer là encore? Quand il rencontre sa femme aussi du mariage, tu vois, la femme en fait, il y avait tout un truc sur, il avait peur de la femme qu'on allait lui donner. En fait, elle est super jolie et du coup, il y a un côté genre oh là là, twist mais cool et quand même longue cette soirée, quoi. C'est bizarre, comme tu dis, on va voir Daenerys, c'est bon quoi. Qu'est-ce qui peut, on va rentrer chez nous, c'est bizarre et oui. Et même dans la réalisation, ils poussent le truc jusqu'à... dans cette séquence, en plus, ils font un caméo de Will Champion, qui est dans les musiciens, donc un musicien de Coldplay. Oui, c'est vrai. Qui est dans les musiciens, et tu dis, oh, c'est cool, tu vois, ils te font des petits trucs pour te mettre en confiance. Voilà, les fourbes. On a mis un membre de Coldplay, genre, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et après, bim, ils enlèvent... Énormément de violence qui arrive. Ils enlèvent les instruments de musique et ils sortent les arbalètes. Les salauds. C'est ça. Énormément de violence. Est-ce que vous avez un souvenir d'une mort choquante comme ça dans les séries américaines ou françaises, si jamais, mais une mort comme ça, mais vraiment sur le côté violence quand même. Il y a le côté, pas juste... vous voyez ce que je veux dire? Difficile de trouver un exemple. Moi je pensais à Lost justement que j'ai mentionné tout à l'heure. Alors, on va pas spoiler, mais comme le disait Justine, je crois, c'est l'accumulation, c'est vraiment la mort de 2 personnages ça, coup sur coup, qui surprend et qui n'arrive plus jamais dans Lost. Mais c'est pas tant les personnages et c'est pas, c'est des coups de feu quoi. Voilà. Oui. Il y a des exemples dans Buffy, surprenants et violents. Qui est des choses auxquelles on ne s'attend pas, alors on va éviter de spoiler aussi du coup, mais alors je vais spoiler une série parce que je cherchais des équivalents vraiment dans le niveau un peu de la brutalité du truc, et en fait c'est une série, c'est LLO, donc série des années 80-90, et en fait ce qu'ils avaient fait, c'est qu'il y avait un personnage qui était un peu un personnage détesté depuis une saison, et ce qui lui arrive, je spoil LLO, je suis désolé, mais elle s'appelle Rosalind Shea, le personnage, et en fait elle est en train de parler avec son amant, alors elle attend l'ascenseur, puis ils se parlent comme ça et tout, l'ascenseur s'ouvre,
elle sort et en fait l'ascenseur n'est pas là et du coup elle tombe de la cage et elle meurt. Et genre c'est le truc qui arrive comme ça dans l'épisode et ça a choqué toute une génération de spectateurs des télé américaines. C'est une série comique parce que c'est presque... Non, c'est pas du tout comique. C'est une série David E. Kelly et c'est un truc avec des avocats et tout. Mais c'est presque terrifiant parce qu'en fait ça arrive. Elle meurt. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et donc ça fait penser à la mort de Maud Flanders dans c'est ça, ce genre de truc. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en plus c'est super triste après quand elle meurt. Mais par contre, là où j'ai pas trouvé d'équivalent à Game of Thrones, c'est qu'il n'y a pas de série qui ose justement se débarrasser d'un personnage qui semble être le personnage principal ou qui semble amené à être au centre de toutes les intrigues. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est comme si pour reprendre l'exemple de Lost, c'est Jack se faisait tuer à la fin de la saison 1, là on serait vraiment... Ok, là, des trucs auxquels on s'attend. C'était d'ailleurs un projet au début, quand ils écrivaient le pilote, puis ils ont changé d'avis. Mais tu l'as mentionné tout à l'heure, Charles, la série qui s'en approche un petit peu, pour moi, c'est Oz. C'est-à-dire que Oz, autre série d'HBO, 97 ou 98, je ne sais plus exactement. 97-2003, je crois. Ouais, c'est ça. Et Oz qui donc va zigouiller des personnages non-stop, avec la différence que c'est des anti-héros. Donc il y a peut-être moins la surprise aussi, et c'est pas des personnages aussi... purs que les stars qui sont vraiment les personnages c'est les gentils assez nobles, c'est ça. Et le truc aussi c'est que Oz t'apprend la leçon de attention, t'attaches à personne dès le premier épisode, le pilote de Oz c'est quasiment le concept tout de suite. Voilà. Attention, ce ne sont que des numéros et des archétypes et tout le monde est en danger, ils sont tous amenés à mourir à un moment donné quoi. C'est ça, Game of Thrones ça poussait quand même le curseur plus loin. Et je pense qu'on va commencer aussi à parler peut-être de l'impact de cet épisode, mais j'ai l'impression qu'il y a peu de séries qui ont réussi. J'ai pas d'exemple de séries qui a réussi à reproduire ça. J'ai réfléchi de mon côté et j'ai quand même pensé. Alors c'est très différent en vérité, mais peut-être que c'est parce que c'est House of the Dragon. Peut-être la scène que j'ai préférée, je sais pas, parce que déjà j'adore les dragons. Je suis un gros fanboy des dragons dans les séries et cette course-poursuite dans les airs entre les deux dragons, le dragon monumental et le tout petit dragon. Et il y a ce côté aussi de non, vas-y, c'est bon, il est tiré d'affaire là. Non, il meurt dévoré par un dragon et cette scène est, je trouve, très très bien réalisée. Et il y a un peu ce côté-là, je trouve. C'est les gentils, le petit jeune, il manque de se faire un peu... On sent que ça pue juste avant, mais comme il part, on se dit c'est bon, c'est réglé. Non, il se fait rattraper et il se fait tuer. Et c'est injuste, quoi. L'énorme dragon qui mange le petit... voilà, on y croit jusqu'au bout. Et non, pas du tout. Et puis tu as cette... la tension qui se transforme en angoisse parce que voilà, t'as la course-poursuite, effectivement, t'as le méchant d'un côté, le gentil qui essaye de lui échapper, et à partir du moment où le dragon devient incontrôlable, t'as aussi le personnage qui est censé être le méchant qui va paniquer de son côté parce que ça reste un gamin et qui va paniquer et qui va lui dire non, et t'as ce choc aussi du personnage. Et du coup, voilà, ça accentue toute cette situation, et pour avoir un apaisement absolument dramatique sur la dernière séquence où l'annonce est faite à la mère. Mais c'est peut-être ça la différence aussi, c'est que, pour moi en tout cas sur House of the Dragon, c'est que c'est un personnage qui est moins présenté comme crucial dans la mécanique narrative de la série. C'est-à-dire que ça reste un personnage qui est important, mais moins important que Rhaenyra ou que Alicent. D'ailleurs, moi, personnellement, j'ai oublié le nom du personnage. Aucune idée, mais voilà. c'est marrant. Non, c'est Lucius. Bon, c'est ok. Voilà. Mais en fait, c'est que... Ce qui compte, c'est que c'est un enfant. Lucerys. En fait, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça je sais pas, pour moi, c'est pas le même choc quand même. On le connaît beaucoup moins. Encore. On n'a pas passé 3 saisons entières avec lui. C'est pas un adulte. Je pense qu'en tout, il doit avoir 15 lignes de dialogue peut-être dans la saison. J'exagère Rob, peut-être. On l'a presque vu ado. Enfin, tu vois, on l'a vu évoluer. On l'a vu tomber amoureux. Son père. Oui, c'est clair. Ton cerveau de spectateur, Rob, en fait, toi, tu vas projeter tout ce que tu sais un peu des clichés en fait de ce type de récit. Donc, tu dis bon, il va falloir qu'il arrive à venger son père. Il va falloir qu'il fasse ça, etc. Et donc, le fait qu'on t'interrompe, c'est ça la surprise aussi. Je pense que c'est ça qu'il n'y a pas encore. Et je cherche des séries qui ont réussi à faire ça. Pour moi, c'est l'épisode qui a... Alors, il y a eu la mort de Ned Stark qui a fait dire à tout le monde « Ok, c'est pas la série qu'on pensait que c'était. » La mort de le Red Wedding, c'est ce qui a fait dire à tout le monde « Tout le monde peut mourir dans Game of Thrones. Personne n'est à l'abri. » Ce qui, en vrai, est faux parce que... Oui, il y a cette... Enfin, selon moi, en tout cas. Parce que oui, il y a cette idée de... Parfois, il y a des personnages qui ont l'air de pas avoir fini leur arc narratif qui meurent. Enfin, Rob, son arc, c'était d'essayer de conquérir Westeros. Mais en vrai, son arc, c'était... un potentiel roi conquérant qui est mort pendant la conquête, comme il y en a plein qui d'habitude sont des notes de bas de page et dont on entend parler mais dont on suit pas les aventures, alors que par exemple puisqu'on peut spoiler Game of Thrones, quand Jon Snow meurt, mais en fait non,
En fait, dans les bouquins, on en est encore à Jon Snow meurt. On l'a pas vu revenir. Et il y a 0 seconde où j'ai cru que Jon Snow il était mort. Parce que c'est évident qu'il a pas fini. Je suis là, ben non, il est pas mort. Enfin, ah ouais. Alors que c'est pas tous les 4 matins que les gens ressuscitent dans Game of Thrones. Hein. C'est pas non plus. Et même, on l'a vu avec Catelyn Stark qui ressuscite entre guillemets dans les bouquins. Elle est plutôt zombie quoi. Ouais. Mais sur Jon Snow, je trouvais que c'était évident que son arc n'est pas fini. Alors que sur Robb Stark, j'ai jeté le livre parce que j'avais compris que c'était définitif. Moi, j'ai pensé à The Shield. Qui est une série policière sur des flics ripoux qui date des années 2010 je dirais 2005-2010 et où le premier épisode c'est un flic sympa qui rentre dans cette brigade d'élite et qui est là trop bien je vais me faire des copains et tout et qui se fait tuer dans le premier épisode et c'est comme ça qu'on comprend que c'est des flics ripoux et ça c'est pareil, c'est un peu aussi la mort du héros traditionnel, de l'innocence, de l'espoir, c'est là pour le coup la série te dit c'est pas cette série-là que t'es en train de regarder. C'est pas une série policière comme t'en as vu plein. Et je pense qu'il faut aussi, dans Game of Thrones, il y a des raisons d'avoir beaucoup de personnages qui meurent parce que c'est des gens qui sont en guerre et qui ont des armes. Tu fais une série dans le milieu éducatif, dans la Drôme, a priori, les gens ont moins de Glock sur eux, j'espère. Ou de dragons, ou d'épées. Mais du coup, j'ai pensé à The Shield, dans Justified, dans Les Sopranos, dans The Wire, dans des séries qui se passent dans des milieux où il y a de la violence. Je pense qu'on a pu avoir aussi cette accumulation parfois. Je pense qu'il doit y avoir des épisodes où t'as 2-3 personnes qui meurt hyper vite et où t'es là attends quoi ça rebat toutes les cartes quoi. Dans Ozark un petit peu aussi mais voilà il faut que les gens aient des raisons d'avoir des armes sur eux. Oui ça aide. Mais... Et dans la fantasy aussi en l'occurrence peut-être il y en a pas qui nous sont venus en tout cas j'ai l'impression dans le fantastique mais pour rester même en plus sur un peu cet héritage du Red Wedding, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je réfléchissais en préparant l'émission, et je me suis dit que même Game of Thrones, finalement, a fini par ne pas vraiment continuer à récupérer cet héritage, parce que, d'une certaine manière, elle a même un peu trahi, on pourrait dire, je sais pas... T'as un peu une esthétique narrative de la cruauté des premières saisons. On va te mettre des héros, on va dire ils ont un objectif, on va les tuer avant qu'ils puissent l'accomplir. Parce que déjà, on va avoir des vraies vengeances. C'est-à-dire que Arya va tuer Walder Frey, ils vont tuer Littlefinger, qui est responsable aussi en partie de la mort de Ned. On va avoir en fait des choses que la première partie de la série te dit, tu les auras pas d'habitude, ces trucs-là. Et là, les héros vont avoir quand même leur moment. Et l'autre truc, mais ça, pareil, c'est une idée, vous allez me dire ce que vous en pensez, je sais pas, je réfléchis encore un peu tout, mais c'est qu'en fait, ces passages-là, c'est un vrai numéro d'équilibriste au niveau narratif. C'est dire, ok, on avait ce héros, on l'enlève, qu'est-ce qui se passe ? Comment on va faire maintenant avec notre série ? Et il m'a semblé qu'au bout d'un moment, dans Game of Thrones, au lieu d'être c'est devenu le filet en fait, parce que quand je pense à un autre grand moment qui reste un des derniers grands moments, je pense, de Game of Thrones, c'est le moment où Cersei fait sauter le temple de Baelor. Le temple de Baelor. Qui est un moment vraiment très très bonne scène, vraiment impressionnant. Mais en même temps, c'est utilisé à ce moment-là pour se sortir d'une espèce d'impasse narrative, parce qu'on est dans un truc inextricable où comment on va pouvoir faire en sorte de se débarrasser de tous ces personnages qui empêchent justement Cersei de faire ce qu'elle veut, qui on est coincé là-dedans, on va tout faire sauter. Et donc en fait, c'est presque devenu un peu l'inverse en fait, ça devient leur solution. Ouais, voilà, mais c'est juste. Non, c'est une explication, c'est en fait peut-être une des seules solutions à la façon d'écrire de George Martin, puisque voilà, dans les différentes formes d'écriture d'auteurs, et traditionnellement on met d'un côté les architectes qui planifient tout et les jardiniers qui plantent leurs personnages et qui les laissent vivre leur vie. Et George Martin se revendique de cette technique de jardinier entre guillemets. Ce qui fait qu'il laisse évoluer les personnages, mais qui se mettent en fait tout seuls dans des impasses. Là, dans l'état où les livres sont arrêtés, alors on a bien sûr hâte de voir la suite, mais Daenerys est bloquée à Essos et il n'y a aucune raison narrativement pour qu'elle aille à Westeros. Voilà. Donc ça veut dire qu'il va falloir quelque chose de marquant pour dynamiter tout ça, parce que sinon... après on peut voir Daenerys qui règne à Westeros et à Essos et qui se fait sa petite vie là-bas et ça serait cool après tout, mais ça rejoint pas avec ce qu'il avait prévu à la base, je pense. D'ailleurs, j'ai tendance à croire qu'il va quand même vachement s'éloigner de ce qu'il y a eu par la suite. J'espère qu'il s'éloignera de la fin déjà. C'est plutôt la suite qui s'est éloignée de son idée. Après on peut pas les blâmer d'avoir signé pour une adaptation en pensant que il y aurait le temps qu'un livre ou deux sorte parce qu'on leur avait promis qu'il y aurait des nouveaux livres, mais en effet on sent la différence, et je pense que cette lecture ça devient une béquille scénaristique et plus quelque chose qui a du sens pour
à la fois faire avancer l'histoire, mais aussi challenger un peu les attentes du lectorat ou du public. À partir du moment où ça devient un tour de passe-passe pour se sortir des situations compliquées, bah, ça fait des scènes qui ont beaucoup moins d'impact, quoi. Bah, puis Game of Thrones a développé, alors a construit quelque chose, mais s'est retrouvé un petit peu piégé, encore une fois, dans sa propre esthétique, avec la menace de l'épisode 9, en fait, dans les premières saisons qui comptaient 10 épisodes. Ouais. On parlait de la mort de Ned Stark, hein, c'est l'épisode Baelor, c'est l'épisode 9 de la première saison, donc où là, vraiment, on s'est rendu compte à quel point la série avait un potentiel, non seulement esthétique, ce que vous voulez, mais narratif, qui était absolument fabuleux. La deuxième saison, l'épisode 9, c'est Blackwater, c'est la bataille de la Nera, donc où là, on pense avoir, on a une guerre assez importante et où c'est construit pour qu'on soit à la fois du côté de Stannis qui attaque et du côté des Lannister, mais en fait surtout de Tyrion qui défend la cité. La saison 3, c'est l'épisode Les pluies de Castamere, donc on en parle encore 10 ans après. La saison 4, l'épisode 9, c'est The Watchers on the Wall, c'est l'attaque du mur. Donc qui est encore on alterne un choc individuel et un choc global de grosses confrontations, comme avec justement l'attaque du mur, qui est un gros épisode aussi, même si on n'a pas de mort très importante. Si, on a une mort très importante quand même, mais secondaire. La saison 5, le titre de l'épisode, c'est La danse des dragons. C'est le sacrifice, j'allais dire le sacrifice d'Iphigénie, parce que c'est clairement un parallèle, mais le sacrifice de Shireen Baratheon, la petite fille toute mignonne. Tu vois même pas qui c'est, d'accord? La petite fille qui a une partie du visage déformée. Oui, non, c'est le sacrifice qui me. En fait, elle est sacrifiée sur un bûcher. Dans ce sens-là. Putain, j'avais oublié. Voilà. Quelle histoire ça encore. Oh là, quelle histoire. On avait pas ri. Non, ça c'était pas un bon lundi. Non, là, bon. Ah, vous brûlez la gamine. Vous avez brûlé la gamine, carrément. Et t'as une mort d'enfant par ses propres parents, avec sa mère qui va se pendre juste derrière. Et t'as le père. Parce qu'en plus, tu t'es pas tant attaché à la gamine qu'au personnage de Davos, qui lui. Ah, quand même, la gamine. Oui, mais. À travers Davos. À travers Davos. On l'aime parce qu'elle est gentille avec Davos. Voilà. Parce qu'elle lui apprend à lire et que c'est trop bien, tu vois. Et donc voilà. Et 6e saison, l'épisode 9, c'est la bataille des bâtards, qui est peut-être pour moi le meilleur épisode de la série, mais on pourrait débattre. Au moins, de manière formelle, esthétique, oui, c'est... Voilà. Je suis si peu d'accord. C'est vrai. On a peut-être pas... Ah ouais, vraiment la bataille... tout le temps, Mimi, t'inquiète pas. Je suis pas contre la bataille des bâtards, c'est pas la pire bataille, elle est cool quand ils sont dans la boue, quand Jon Snow il est enseveli sous tous les gens, c'est hyper stressant et tout, mais c'est... Alors c'est quoi ton préféré ? Moi, ce que je préfère dans Game of Thrones, c'est les gens qui parlent dans des pièces. C'est pas les batailles. Ah ouais. Mon épisode préféré, c'est celui où Jaime raconte à Brienne dans le bain pourquoi il a tué Aerys. La séquence est fabuleuse, ouais. Deuxième préféré, c'est celui où Jaime fait Brienne chevalier juste avant la bataille finale. Donc j'ai peut-être un truc avec Jaime et Brienne aussi. Un peu, hein. Ouais. Mais en gros, les gens qui parlent dans des pièces, ça marche bien sur moi. Franchement, je suis honnête avec vous, cet épisode, il me rend triste parce que je me rends compte que Game of Thrones me manque. Ah bah oui, c'était bien là, quand je me même. rends compte, putain, c'était bien ça aussi quand ils parlent à la fin, tu sais, c'est juste avant que ce soit la merde et tout, ils sont tous dans le château la nuit, enfin tu vois, genre... T'as la chanson de Podrick et tout. Tu vois, je pense aussi au moment, tu vois, Littlefinger, l'arrestation entre guillemets de Littlefinger, tu vois, le twist que c'était, c'était avant tout du dialogue qui emmenait un twist qui ne passe que par... Il n'y a pas de violence dans mon souvenir en tout cas, dans cette scène, c'est violent pour ce que ça raconte et parce que tu as tout le développement de la série qui t'amène à ce moment-là aussi. Même si la fin est un peu pathétique quand même. Oui, mais moi j'ai bien aimé la fin. Oh. Ça suffit maintenant. Non, mais la fin de Littlefinger. Ah oui, un peu décevant. Attends, on va s'arrêter 2 secondes, parlons sérieusement. Tu aimes bien la fin de la série? Moi j'adore Bran, voilà, je suis désolé. Et t'as des problèmes dans ta vie personnelle? Tu veux qu'on en parle ou... Non, j'aime Bran, j'aime son parcours. Et c'est trop long, beaucoup trop long pour tout ça pour ça. Mais je suis trop énervée. Oui. Non, je n'ai pas du tout détesté la fin de Game of Thrones. Non, je suis désolé. Pour moi, le problème, c'est vraiment pas que Bran finisse sur le trône. C'est juste qu'ils ont pas bien amené J'ai plus de problèmes avec comment ils ont fait finir Daenerys qu'avec Bran sur le trône à la fin. Je suis là, ça colle. Ouais, c'est juste qu'il y a littéralement une saison entière où on voit pas Bran parce qu'ils savaient pas quoi en foutre. Donc c'est juste pas bien amené si on est là. Attends, mais
C'était lui depuis le début qui allait finir. En fait, rien n'est bien amené. C'est plus ça. Voilà, moi, c'est plus les marcheurs blancs, tu vois. C'est vraiment la première scène de toute la série, c'est les marcheurs blancs. Tout ça pour ça. Et tout ça finit. Alors la scène est badass, le couteau qui tombe, bam, on plante le boss. Oui, non mais d'accord, mais putain les gars, tout ça pour ça quoi. Mais justement, vous avez offert une super bataille, d'accord, mais voilà, mais ça m'a plus énervé. Mais que Bran et compagnie. mais regarde, les marcheurs blancs. C'est un peu clicheton, tu vois, quand. Alors, Sam il dit on pourrait peut-être voter et qu'il se fout de sa gueule, tu vois, oui ok d'accord, oui. Mais c'est pas, j'ai pas détesté. Ouais mais si tu regardes les marcheurs blancs, tu dis tout ça pour ça, et Bran, on a établi tout à l'heure que littéralement le premier épisode ça nous construit pour qu'on se dise ah ouais c'est un futur héros, il va être trop bien, il pourrait être roi et tout, on te dit non, tout ça pour revenir et reboucler la boucle au dernier épisode et se dire ah bah en fait si, alors qu'il a littéralement rien foutu de ses 10 doigts. Mais d'ailleurs pour revenir à ce qu'on avait dit... beaucoup trop intense. Tout à l'heure sur le côté justement surprenant de se débarrasser de personnages comme Ned, comme Robb ou comme Caitlyn aussi, je pensais aussi qu'à la fin on se retrouve dans une situation où Jon est devenu le héros fantasy plus typique comme on aurait pu penser que Robb allait le devenir. Sansa par exemple devient une espèce d'équivalent de Caitlyn. On se retrouve en fait où on a remplacé un peu tout ce qu'on a perdu, tous les personnages qu'on a perdus, donc on perd aussi cette prise de risque qui était là où on était sans filet, et d'un coup on est finalement vous inquiétez pas, on a à peu près retrouvé tout ce ce dont on s'était débarrassé. Est-ce qu'il y avait moyen de faire autre chose? Je sais pas, c'est très dur hein, mais c'est vrai qu'on est vraiment, il y a quelque chose qui a changé, il y a une permutation dans un peu la manière d'aborder la fantasy et ses codes, j'imagine. C'est pas le même moteur quoi. Ils te refont des scènes un peu suspense de oh là là ça pue, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais j'ai plus le nom du fils Stark, c'est avec la flèche qui court. Rickon qui sait pas courir en zigzag. Voilà, qui suffisait de courir en zigzag. Non mais oui, effectivement, il nous a manqué, oui, mais après ça aurait été la surenchère aussi. Je veux dire, si nous faisait des noces pourpres à tous les avant-derniers épisodes de saison, tu vois. Non, c'est pas ce que j'ai, c'est plus que en fait on se débarrasse de personnages et de la fonction qu'ils pouvaient avoir un peu en termes de stéréotypes de fantasy, mais on finit par faire en sorte que les personnages viennent combler ce manque au lieu d'avoir cette absence et d'essayer de faire autre chose. Ouais. Pas forcément d'en supprimer d'autres, mais ils ouvrent une voie originale et ça a été intéressant de la creuser quoi. Jouer sur cette absence plutôt que de la combler à la fin quoi. Ils ont gardé juste l'aspect violence parce que pour le coup il y a quand même beaucoup d'autres scènes hyper violentes, mais oui, et je sais pas pourquoi je pense à ça, mais il y a aussi un aspect qui s'est perdu dans la suite de la série. C'est un aspect moi qui m'a pas forcément manqué, mais ça m'avait un peu fait marrer entre guillemets. C'est la représentation de la sexualité qui s'est perdue et les gens avaient l'air déçus qu'il y ait pas de scène vraiment genre la nuit de noces de Daenerys et Khal Drogo quoi, ça. Tu veux dire un viol? Oui. Oui, et en plus pour le coup j'allais amener, il y a quand même moi je trouve que la scène où Daenerys et Jon font l'amour dans le bateau pour la première fois, elle est hyper sensuelle, elle est très belle et on sent qu'ils ont appris un petit peu de comment ils représentaient les relations sexuelles plus tôt dans la série. Et entre une tante et son neveu. Dans House of the Dragon, on a des scènes de sexe hyper sensuelles qui ont, pour le coup, il y a un gouffre dans comment ils ont appris à représenter la sexualité et les relations sexuelles d'une façon un peu moins... on a Littlefinger, on peut mettre des seins en décor derrière, c'est sympa. Des seins, je sais pas, les gens, il y a des bzèbs, ils sont contents, quoi. Les gens, ce qui a marché, c'était l'époque. Mais comme Geoffrey aussi, c'est abominable avec ses servantes, on va dire, enfin, plein de trucs hyper glauques et les gens avaient été déçus de ça, alors que quand c'est des prostituées, mais oui, ça rejoint un peu l'idée. En fait, c'est l'évolution de la série en fait est-ce que c'est pas l'évolution de la série tout court qui a déçu les gens là-dessus quoi. Même House of the Dragon, les gens disaient c'est trop politique et pas assez action, c'est trop etc quoi. Donc c'est une saison... Qui sont ces gens? Je ne connais pas ces gens. C'est clair. Je sais pas. Moi, c'est exactement ce que je voulais et avec plus de dragons, donc j'étais très content. Mais, et Matt Smith en plus. Oui, que j'aimais pas trop en plus, et pourtant, que j'avais tout simplement pas vu sur la durée, je pense, et je l'ai apprécié. Pas du tout mon perso préféré, mais voilà. Non. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitez aborder sur cet après? Je dirais qu'en le revoyant, puisqu'on fait un petit peu le 10 ans après, je me suis rendu compte que j'avais oublié à quel point il se passe d'autres choses dans cet épisode, à quel point le Red Wedding a tout cannibalisé. D'ailleurs, l'épisode s'appelle pas The Red Wedding, il s'appelle The Reigns of Castamere, ce qui est peut-être un peu moins spoiler aussi que d'appeler l'épisode du mariage le mariage écarlate. Peut-être que les anglophones auraient fait bon. Le mariage en plus, c'est l'épisode 9, on en est à la saison 3, on commence à savoir.
Et c'est une bonne référence pour les gens qui savent de quoi parlent les pluies de Castamere. C'est sur une famille qui se fait tuer dans un château, qui se fait décimer, quoi, une famille entière. Donc, par les Lannister. Par les Lannister, donc ça marche très bien aussi. Et en fait, il se passe d'autres trucs importants dans cet épisode. On a Jon Snow qui révèle aux sauvageons qu'en fait, il est toujours un homme de la garde de nuit et qui s'évade alors que, encore une fois, Bran Stark est à 2 pas. Enfin, on a aussi ce miroir entre Bran qui est à côté de Jon et Arya qui est à côté de Robb, et aucun des deux groupes Stark ne vont se croiser, ce qui est toujours tragique, je trouve. On a Daenerys qui conquiert littéralement toute une ville dans le même épisode, et plus personne n'a aucun souvenir que c'est au même moment que les Noces Pourpres qui ont forcément pris la part sur tout, quoi. Avec le premier acteur là de Dariona Harris là, oh là là qui a l'air de sortir de Xena un peu. Ouais, en vrai les deux j'aime pas trop, mais bon. Qui a laissé son rôle pour aller jouer dans Deadpool. Ah oui, c'est vrai, il joue Ajax. Des choix de vie. Il joue Ajax Francis, ouais. Mais oui. Ouais. Et qu'ils ont remplacé par Michel Huisman, qui est un peu mieux quand même. Un peu mieux. Mais il faut savoir, pour les gens qui n'ont pas lu les livres, que Dariona Harris, dans le bouquin, c'est débile. Il a genre une moustache violette avec les pointes dorées, mais oui. Des lentilles de couleur à chaque yeux, les cheveux bleus, la barbe rouge. Le gars, c'est Pirates des Caraïbes tombé dans une marmite d'Arlequin, tout à fait. Et du coup, il est censé... Alors, mais je pense que ce qu'ils se sont dit, c'est... Non, mais ça va avoir l'air débile. C'est pas sexy. Ça ne marchera pas. Et je suis là, en fait, avec cette attitude, ça marchera jamais, tu vois. Ayez un peu l'audace de nous proposer un mec qui ressemble à Jason Momoa, mais avec une barbe violette et dorée et des cheveux bleus. Et voyons ce que ça donne. Au lieu d'avoir un random brun barbu numéro 458 dans Game of Thrones, où vraiment, en plus, mes potes qui suivent un peu plus de loin, ils étaient là. C'est qui déjà, lui ? Pourquoi il est là ? C'est un Stark, c'est un Baratheon. Mais moi, quand tu regardes la série, à un moment donné, tu te rappelles qu'il est parti à un moment. Juste, il s'est barré. Et Dario, plus de nouvelles, il écrit plus. C'est elle qui le jarte. Ouais, c'est clair. Non, il ne reviendra jamais, du coup. Encore une fois, sans raison, si ce n'est que. Mais je me suis pas attachée. Non, c'est pas sans raison, mais c'est comme avait dit Bréac tout à l'heure, quoi. Il était à la fin de son truc, et puis voilà, passons à autre chose, quoi. Voilà, c'est ça. Très bien. Écoutez, si vous avez pu mentionner tout ce qui vous a marqué dans cet épisode des Noces Pourpres, voilà, 10 ans et encore des choses à raconter, encore des podcasts à faire sur cet événement, voilà, et puis on espère, peut-être que House of the Dragon nous prépare des choses abominables, hein, qui sait. Oui. Alors, il y en a qui savent, car c'est un livre, et oh oui. On a dû teaser-nous là, sans nous spoiler, on a dû... Je trouve qu'il y a pire. Je pense que dans la saison 2 de House of the Dragon, il y aura une scène qui est pire que les Noces Pourpres. Et je vois clairement à quoi tu fais référence. Dans la violence, tu veux dire ? Ouais. Ok. Dans la violence physique, psychologique, le les implications, traumatisme, c'est... Eh bien, vivement, bientôt. Je sais pas quand arrive la saison 2. Ça va mettre 2024 peut-être. Ouais, 2024 pas avant. 2025 plutôt, ouais. Bon, on a le temps... Voilà. Oui, on a le temps de se refaire tout Game of Thrones avant. C'est ça. Merci beaucoup, Mimi, de nous avoir accompagnés dans cet épisode anniversaire des Noces Pourpres. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Il y a du Patreon. Oui, alors vous pouvez me retrouver partout sous MYMYHGL, à savoir sur Twitch, Twitter, Instagram, etc. Et sur Patreon aussi. Et sur Patreon, on retrouve une partie de mes contenus, notamment autour des séries télé, puisque je fais des récaps rigolos de séries télé. Donc ça, c'est à l'écrit. C'est-à-dire que je prends des captures d'écran de l'épisode et je fais ça épisode par épisode et je mets des vannes dessus et je les publie. C'est un format que je faisais aussi sur Mademoiselle et qui avait pas mal marché pour Game of Thrones justement, donc je l'ai fait pour House of the Dragon et d'autres séries. Et pour les débriefs comme ça, plutôt façon podcast, c'est sur Twitch et ensuite en podcast dans Mimi Hegel débrief les séries. Voilà. Très bien. Merci beaucoup encore et merci Briac, merci Justine. La promo Spoilers, vous la connaissez, retrouvez-nous. Nous, on est principalement sur Twitter, pas de Patreon pour l'instant, on verra. Il y a du Twitch aussi, du live qui arrive. Voilà, on vous prépare tout plein de choses. Pas forcément de pause cet été, en vérité. Hein. On a des petites idées sur un hypothétique spoiler Summer Camp qui pourrait arriver à tout moment. Voilà, on vous tease ça. Probablement que ça n'arrivera jamais. Voilà. Prenez ça avec des pincettes. Comme House of the Dragon 2025. Voilà, on dit ça. et merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires et des petites étoiles sur vos applis de podcast. C'est un détail pour vous, mais pour nous, c'est un soutien
énorme. C'est peut-être le plus gros soutien que vous puissiez faire avec évidemment du partage sur les réseaux sociaux. Voilà, si vous aimez Spoiler, c'est que vous voulez nous soutenir, c'est la meilleure chose à faire. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Briac, merci Mimi, merci Justine. Une pensée pour Guillaume qui nous écoute. Là, il est en train de nous écouter dans son petit casque. Et Guillaume, moi aussi. Qu'on t'aime. Salut. Salut. À bientôt. Bisous.